of hemp as an inexpensive fiber, as well as the strongest, the best, the longest lasting, and the softest fiber. The government of the United States outlawed a fiber and forced the rest of the world to swallow it. They swallowed the outlawing of the #1 fiber on Earth for 10,000 years until the 1930s, and then they outlawed it completely. La Chine, le pays du chanvre, fait partie du plan de conquête militaire japonais. But in official Tokyo, seat of an empire which for nearly a decade has been governed by its stern and ruthless military caste, there is more activity, more secret comings and goings than in many a year. The little men who command the world's third largest navy see in the South Pacific the richest of all colonial prizes. The Philippines, a group of 7,091 Pacific islands which, still under the protection of the U.S. flag, constitute the only major hazard to Japanese plans for new conquest in the war year of 1940. Already one important island industry, the growing and processing of Manila hemp, is almost entirely under Japanese control. And within the past few years, by intensive cultivation, Japanese immigrant farmers have increased production of the one cash crop which has long been a virtual Philippine monopoly. L'invasion de la Chine et des Philippines, deux pays gros producteurs de chanvre, provoque le début d'un rationnement. De son côté, comme d'autres grands chefs de guerre avant lui, Hitler prend conscience de l'importance stratégique du chanvre qui sert à la fabrication de nombreux textiles indispensables en temps de guerre. Lorsque les troupes allemandes envahissent la Russie en 1941, elles coupent l'accès du chanvre russe. L'Allemagne parvient à poursuivre sa production de chanvre, mais l'Angleterre est privée d'une fibre nécessaire à son effort de guerre. En 1942, les troupes allemandes atteignent le cœur de la Russie. Leur pays continue à produire le chanvre. Il permet à Hitler de préparer librement ses prochains mouvements militaires. Pour protéger son approvisionnement, l'Angleterre demande à l'Inde d'accroître sa production de chanvre. Pendant ce temps, la guerre gagne du terrain au Japon. Within little more than a year, Japan, successfully employing once again the deceit and treachery which had so well served her in the past, had taken the final desperate plunge. Lorsque les Japonais bombardent Pearl Harbor et obligent ainsi les Américains à entrer en guerre, ceux-ci s'aperçoivent qu'ils n'ont plus accès à leurs sources d'approvisionnement en chanvre. Or, les forces armées dépendent complètement du chanvre pour les cordages, câbles et ficelles, ainsi que les chaussures, bottes et autres équipements divers. Le gouvernement américain décide alors de former une industrie de guerre pour le chanvre. Il relégalise la marijuana et distribue des graines à ses fermiers. Un film de propagande, Hemp for Victory, du chanvre pour la victoire, est même réalisé pour encourager cet effort de guerre. Les forces aériennes alliées dépendent complètement du chanvre. Les sangles des parachutes, tout comme les sacs à dos et les ceintures, sont faits de chanvre. Une fois les Japonais chassés des Philippines par le général MacArthur, la production de chanvre retrouve son niveau d'avant-guerre. Après les années de guerre, un nouveau monde apparaît. L'Inde obtient son indépendance. Grâce à la mécanisation, le pays double sa production et peut développer ses exportations vers les États-Unis et le reste du monde. Les États-Unis interdisent à nouveau la culture du chanvre et du cannabis, mais en importent des millions de tonnes pendant le boom économique de l'après-guerre pour approvisionner leur industrie. For this is the port of New York, a sprawling pattern of activity
covering more than 1,500 square miles. Its 650-mile waterfront, an ever-changing mirror, reflecting the work of the world and its needs and tastes. Grain from Canada, and fish from Portugal and Norway. Tires from Akron, and hemp from India. Dans la France de l'après-guerre, la culture et le travail du chanvre connaissent une véritable révolution industrielle. Ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte qu'en France, on a continué à cultiver le chanvre malgré cette prohibition qui le frappait aux États-Unis. Aux États-Unis, en interdisant la marijuana, on a interdit le chanvre, on n'avait plus le droit d'en faire pousser. En France, on a continué à en faire pousser. La France était une nation très rurale à l'époque, elle est restée jusque dans les années 50. Et donc, on a continué à faire du chanvre. Et ce qui s'est passé là, c'est que les fibres synthétiques ont pris un tel développement que même en France, c'est-à-dire dans un pays où on avait encore le droit d'en faire pousser, le chanvre a néanmoins connu un déclin très important jusqu'à ce que l'industrie textile du chanvre meurt de sa belle mort à la fin des années 60. Dans les années 60, la génération des hippies lance un mouvement mondial en faveur de la légalisation du cannabis. Sa consommation est encouragée par les vedettes du rock anglais et américain. Les Beatles, John Lennon en tête, bouleversent l'Angleterre bien pensante avec leur message ouvertement pro-cannabis. Lorsque les Rolling Stones, Mick Jagger et Brian Jones sont arrêtés pour possession de cannabis, ils sortent une chanson, We Love You, une réponse en pied de nez aux représentants de la loi. Modern art, there's nothing in it. When you tone things, you sit down with a sigh of relief. Thank God I don't have to learn, I don't have to travel, I don't have to exert myself in the slightest. I am what I am. Youth is youth, pop is pop. There's no need to progress, there's no need to do anything. You have to sit down, smoke our marijuana, an admirable thing in itself, but not the end of anything. You have to listen to our records, and life has become a single moment. The single moment is eternity. With God, finis. L'intérêt des Rolling Stones pour la culture marocaine fait des émules. Ils créent ainsi une alternative à la mode de l'Inde et des Beatles. Désormais, c'est vers le Maroc que les hippies prennent la route. Vous voyez ces quelques champs qu'il y a dans la montagne, c'est du kiff. Et à Ketama, vous ne trouverez pas d'autre culture parce que c'est la seule chose qui pousse. Vous voyez comme ça pousse bien, même devant l'hôtel vous en trouvez. Je pense que si Ketama avait un blason à choisir, ce serait certainement la fleur de kiff. Je crois qu'ici, il y a au moins plus de 10 tonnes de kiff cultivées à l'année. Donc il doit bien y avoir